Bienvenue à cet épisode où nous allons explorer ce qu'est réellement la linguistique, une discipline souvent sujette à des idées reçues. Pour nous guider aujourd'hui, nous avons Henriette Gesundheit qui nous éclairera sur le sujet. Merci Jacques. La linguistique est avant tout une science sociale et humaine. C'est fondamental de le comprendre car elle contraste directement avec les sciences dites de la nature. Une science sociale et humaine donc. Mais comment s'insère-t-elle dans un cadre plus large, comme celui des sciences cognitives ou de la sémiologie par exemple? Elle est une science cognitive, Jacques, et elle fait partie de la sémiologie, qui est la science des signes. Plus précisément, elle s'inscrit dans l'anthroposémiologie, l'étude des signes humains, par opposition à la zoosémiologie, qui analyse les signes des animaux. La linguistique, elle, étudie spécifiquement les signes langagiers, par opposition aux autres sous-disciplines qui étudient d'autres systèmes de signes. Comme toute science, j'imagine qu'elle repose sur une méthodologie rigoureuse. On parle d'observation, d'hypothèse, d'expérimentation. Mais l'objectivité, en sciences humaines, n'est-elle pas toujours un défi? Absolument. Toute science s'appuie sur ces étapes. On observe de manière objective, on émet des hypothèses à vérifier et on expérimente pour manipuler les données et les réfuter si nécessaire. Si l'hypothèse est avérée, elle mène à une théorie. Cependant, l'observation est rarement complètement objective. Elle est orientée par nos connaissances physico-culturelles du monde. Une induction, le grand nombre, n'implique pas une loi universelle, tout au plus du généralisable. Une hypothèse peut être infirmée, il est très rare qu'on puisse la confirmer. C'est une nuance importante. Cela signifie que la linguistique est une science avec ses propres particularités. Quels sont ces outils d'analyse spécifiques dont les linguistes doivent se munir? Sa spécificité est frappante, car la linguistique est la seule science qui utilise son objet d'étude comme outil d'analyse. Nous utilisons la langue pour étudier la langue. Cela implique une forte abstraction et l'élaboration d'un métalangage propre. Le but est de trouver des lois universelles spécifiques au langage, de généraliser les phénomènes pour créer des théories solides. Cette recherche d'universalité, couplée à l'abstraction, peut-elle mener à des pièges? Vous mentionnez qu'il faut éviter d'être trop abstrait ou trop réaliste. Oui, c'est un équilibre délicat. Il ne faut pas être trop abstrait, comme le reproche qu'on fait au structuralisme et au générativisme, qui par leur volonté de rigueur mathématique et logique risquent de laisser de côté les aspects sociaux et humains du langage, ce qui est visible dans la séparation stricte entre langue et parole. À l'inverse, être trop réaliste, comme parfois en linguistique du discours, de l'énonciation ou en pragmatique, peut nous noyer dans une multitude de phénomènes langagiers liés aux locuteurs en situation de communication, sans jamais parvenir à des généralisations utiles. Il faut donc trouver le juste milieu. Pour donner une définition plus concrète, comment la linguistique étudie-t-elle précisément le langage? La linguistique est l'étude scientifique du langage, appréhendée à travers la diversité des langues naturelles et des niveaux de langue. Alors, langue naturelle, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Sont-elles naturelles au même titre que la nature, ou s'agit-il d'une autre forme de naturalité? C'est une excellente question. Les langues ne sont pas tout à fait un produit de la nature, car un enfant ne peut les acquérir sans être immergé dans un bain linguistique spécifique. Elles ne sont pas non plus un simple produit de la culture, car on ne peut pas modifier leur système par décret, comme la novlangue dans 1984 d'Orwell. Elles sont dites naturelles parce qu'elles n'ont pas été inventées de toutes pièces par les humains, contrairement aux langues artificielles comme l'espéranto ou les langages informatiques. C'est une naturalité par opposition à une construction délibérée. Et les niveaux de langue? Les niveaux de langue
ou registre d'interaction dépendent de la situation de communication. On adapte sa manière de parler, son vocabulaire, sa syntaxe, à son interlocuteur et au contexte. On ne s'adresse pas à sa mère de la même façon qu'à son patron, à un public en tribune ou à ses amis au petit déjeuner. C'est une distinction très utile au quotidien. Une autre distinction fondamentale, souvent confondue, est celle entre linguistique et grammaire. Quelle est la différence majeure? La linguistique est descriptive. C'est une science fondée sur une méthode rigoureuse qui rend compte du système de la langue et des usages réels des locuteurs. La grammaire, en revanche, est prescriptive. C'est une attitude qui vise à imposer une norme, un bon usage, selon des critères sémantiques, morphologiques ou fonctionnels. C'est une méthode subjective. Donc si je dis « j'ai arrivé » au lieu de « je suis arrivé », un grammairien scolaire verra une faute. Mais un linguiste? Le linguiste observera le phénomène. Il constatera que cet usage existe chez certains francophones et l'analysera comme une variation par rapport à la norme établie, sans le juger comme une faute. La grammaire scolaire est une discipline qui impose un bon usage, celui de l'élite culturelle. Historiquement, en France, après la Révolution, l'école est devenue obligatoire pour uniformiser la langue, souvent pour des raisons militaires et politiques, ce qui a solidifié une norme imposée par ceux qui faisaient la loi en grammaire scolaire. C'est une perspective éclairante sur le rôle social de la grammaire. Vous distinguez d'ailleurs différentes acceptions du terme grammaire. Oui, outre la grammaire scolaire, il y a la grammaire individuelle, que Noam Chomsky appelle la compétence internalisée des règles de sa langue par un locuteur. Un enfant sait intuitivement qu'on ne dit pas « je » sur la table, le livre « mais ». Et puis, il y a la grammaire structurale, c'est-à-dire un système rigoureux de règles et de représentation d'un système linguistique. Penchons-nous sur une autre tripartition essentielle, langage, langue et parole. C'est une distinction propre au français, non? Exactement. En anglais, on a un seul terme, language. En français, le langage est l'aptitude innée à communiquer, la faculté universelle de parler propre à l'être humain. La langue est un produit acquis, le code constitué en un système de règles communes à une communauté linguistique. Enfin, la parole est l'utilisation individuelle de ce code linguistique par un sujet parlant, l'appropriation personnelle de la langue. Ferdinand de Saussure a beaucoup travaillé sur cette distinction, et on utilise parfois discours au lieu de parole pour englober aussi l'écrit. Donc le langage est la capacité, la langue est le système et la parole est l'acte. Et un code dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Un code est un ensemble de conventions permettant de produire des messages. Le morse est un code, mais ce n'est pas une langue. La langue, en revanche, est une forme de code, mais pas n'importe laquelle. Pour résumer ces comparaisons, on passe de l'abstrait au concret avec langage et langue, du général au particulier avec la langue et une langue. Pouvez-vous nous expliquer la nuance entre la langue et une langue? La langue est un système de signes, tandis qu'une langue est un système spécifique partagé par une communauté distinct des autres. Il est crucial de noter que les linguistes ne font pas de distinction scientifique entre une langue, un dialecte et un patois. C'est un critère purement politique, économique ou militaire. Le dialecte des plus puissants accède au statut de langue et ces critères n'ont aucun fondement scientifique. C'est une clarification essentielle. Et enfin, vous abordez la diachronie et la synchronie. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifient les termes diachronie
et synchronie en linguistique. Bien sûr, la diachronie et la synchronie sont deux approches complémentaires pour étudier les langues. La diachronie s'intéresse à l'évolution d'une langue au fil du temps, en analysant comment les mots, la grammaire et la prononciation changent. Par exemple, le mot « nuit » en français moderne provient du latin noctem. En revanche, la synchronie examine la langue à un moment précis sans considérer son histoire. C'est comme une photographie de la langue à un instant donné. Par exemple, en français contemporain, les expressions craindre et avoir peur coexistent et sont utilisées selon le contexte. Ces concepts ont été introduits par Ferdinand de Saussure, n'est-ce pas? Exactement. Ferdinand de Saussure, souvent considéré comme le père de la linguistique moderne, a introduit ces notions dans son cours de linguistique générale, publié en 1916. Il a souligné l'importance de distinguer ces deux perspectives pour une analyse linguistique rigoureuse. Selon lui, la synchronie permet d'étudier la structure d'une langue à un moment donné, tandis que la diachronie permet de comprendre son évolution historique. Pourquoi est-il essentiel de différencier ces deux approches? Différencier la synchronie et la diachronie est crucial car elles répondent à des questions distinctes. L'étude synchronique nous aide à comprendre comment une langue fonctionne actuellement en décrivant ses règles et ses structures. L'étude diachronique, quant à elle, nous éclaire sur les raisons pour lesquelles la langue a évolué de cette manière, en retraçant les changements historiques. Par exemple, en synchronie, on peut analyser comment les verbes se conjuguent en français aujourd'hui, tandis qu'en diachronie, on étudiera comment ces conjugaisons ont évolué depuis le latin. C'est fascinant de voir comment la langue évolue. Comment ces concepts influencent-ils l'enseignement de la linguistique? Dans l'enseignement de la linguistique, il est essentiel de présenter ces deux perspectives. La synchronie permet aux étudiants de comprendre la structure actuelle d'une langue, ce qui est fondamental pour l'apprentissage des langues étrangères. La diachronie, quant à elle, offre un contexte historique qui enrichit la compréhension des changements linguistiques et culturels. En combinant ces approches, les étudiants développent une vision plus complète et nuancée de la langue. Merci beaucoup Henriette pour ces explications claires et enrichissantes. C'était une exploration très approfondie et nuancée de la linguistique, de ses définitions à ses méthodologies, en passant par ses distinctions fondamentales. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Si cette discussion vous a aidé à mieux comprendre la linguistique, n'hésitez pas à la partager avec une personne que cela pourrait intéresser. À bientôt pour un prochain épisode.